Vous êtes psychothérapeute jungienne, donc vous travaillez beaucoup sur les symboles, sur les rêves, sur les mythologies. Vous faites des constellations familiales et donc vous accompagnez les individus à la rencontre de leur soi profond, donc soit avec un S majuscule. Vous êtes donc basé à La Rochelle et vous accompagnez aussi les managers d'entreprise. Et vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier ouvrage qui s'intitule Accueillez les messages de vos arbres totems pour faire la paix avec votre histoire familiale. Donc ouvrage que vous dédicacerez tout à l'heure, donc juste après la conférence, juste en face du stand de la librairie Chrysalide. Et donc pour tout de suite, vous allez nous présenter cette conférence. Je vous laisse dire le titre. Merci Laurent. Donc voilà, ravie de vous accueillir ce soir. Merci d'être là. Ça me fait chaud au cœur. Et le titre de ma conférence, c'est Esprit de l'arbre, esprit de famille, puisque ça correspond à la thématique de mon dernier ouvrage, où j'ai fait le lien entre la symbolique des arbres et les histoires familiales, puisqu'on parle d'arbres généalogiques. C'est ainsi que m'est venue l'idée de cet ouvrage et de ce travail de recherche. On parle d'arbres généalogiques. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'arbre très souvent dans les rêves de mes clients, puisque l'arbre est vraiment un symbole très, très universel et c'est un compagnon qui a accompagné l'humanité depuis très très longtemps. Et donc je me suis dit ça serait intéressant de creuser la comparaison entre la symbolique de l'arbre et de toutes ses parties et qu'est-ce qui se passe sur les arbres généalogiques. Voilà, et donc on a résumé dans ce titre « Esprit de l'arbre, esprit de famille » pour parler que peut-être il y a des esprits similaires ou des âmes similaires qui véhiculent à travers les arbres et qui véhiculent à travers les familles, à travers les dynasties, à travers les champs familiaux. Voilà, donc je vais vous parler de ça ce soir. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est bien au niveau du son? Ouais, super. Alors, ce que je vais peut-être en préambule vous proposer, c'est de réfléchir un tout petit instant ou de fermer les yeux un tout petit instant et puis de penser à un arbre que vous affectionnez particulièrement. Et peut-être que cet arbre va vous parler pendant la conférence ou peut-être que cet arbre va vous parler à travers le livre. Alors donc donc j'ai travaillé autour de cette recherche de comparaison, de similitude, d'esprit commun entre les arbres et les familles. Donc dans cette conférence, ce que je vais d'abord faire, c'est vous parler un petit peu des arbres et de la symbolique des arbres. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de psychogénéalogie, puisque les arbres généalogiques, c'est quand même un outil très précieux pour étudier la famille et puis les ascendants, les antécédents familiaux. Donc, on va parler de psychogénéalogie. Et ensuite, à travers quelques exemples, je vous proposerai de voir comment peut s'articuler un cheminement commun entre l'arbre et soi-même et sa famille. Alors, si on commence par les arbres, donc je vous disais, c'est un symbole très très universel. On le retrouve dans beaucoup de traditions. Ici, j'en ai mentionné 3. C'est la tradition de la Bible qui place l'arbre de vie au paradis, rien que ça. Donc l'arbre, on voit tout de suite la symbolique de l'arbre comme étant la symbolique de vie et une symbolique de vie épanouissante. C'est dans le bouddhisme, c'est sous un arbre que le Bouddha a trouvé l'éveil, sous un banyan. Donc on peut voir que l'arbre est fortement
inspirant et peut-être une protection paradisiaque, hein, de nouveau. Et puis le chamanisme qui est qui a fait son retour dans nos contrées assez récemment. Eh bien, dans le chamanisme, les arbres sont les véhicules que les esprits et les âmes empruntent pour venir nous parler. Voilà, donc on a quand même un symbole assez puissant, un archétype assez puissant. Donc voilà, la vie, l'axe du monde. Et puis, ce qu'on trouve aussi beaucoup dans nos représentations symboliques. Alors peut-être un petit mot sur les rêves, hein, puisque je travaille sur la symbolique des rêves. On a dans nos rêves l'expression et les messages de choses inconscientes qui viennent nous parler la nuit et qui viennent nous parler à travers des symboles. C'est un petit peu comme si les récits de notre vie se passaient par des mises en scène et le rêve fait des mises en scène pour nous parler de nous-mêmes, pour nous poser des questions. Et l'arbre revient très, très, très fréquemment. Alors bien sûr, c'est un compagnon de tous les jours, mais il apporte aussi une symbolique très particulière dans le sens où il a cette capacité, l'arbre, à puiser avec ses racines assez profondément dans le sol, et on verra en déclinant différents arbres qu'il y a des racines bien particulières pour certains arbres. Donc des racines qui vont puiser dans le sol assez profondément, et en même temps, on a cette verticalité, on a cette élévation, et donc avec l'arbre qui va les toucher, on a l'impression qu'il va toucher le ciel. Et donc c'est un axe qui nous permet de faire un lien dans la verticalité, qui nous permet de faire un lien donc entre la terre et le ciel. Et donc l'arbre revient souvent dans les rêves ou dans la symbolique ou dans les contes ou dans les mythologies pour nous parler à la fois de notre ancrage sur terre, mais aussi de nos aspirations d'épanouissement, de spiritualité, d'élévation. Voilà, donc c'est voilà, en plus, l'arbre, il est vertical et l'être humain, il est vertical aussi. On peut vraiment dire que l'arbre est comme la colonne vertébrale, une colonne vertébrale qui va s'exprimer depuis la terre jusqu'au ciel. Voilà, archétype d'une colonne vertébrale. Voilà, une ascension, un progrès. Et puis dans les représentations légendaires, hein, dans certaines légendes et dans certains contes, on parle d'arbre mère et d'arbre père. Donc on avait déjà cette intuition de l'arbre généalogique avec des branches. D'ailleurs, on parle de branches paternelles, de branches maternelles. Donc on a de nouveau des comparaisons qui s'installent. Et puis, le premier, alors peut-être pas le premier, mais en tout cas, un de nos prédécesseurs assez connus, Jésus dans la Bible, eh bien, il avait lui aussi un arbre généalogique qu'on a appelé l'arbre de Jessé. Et c'était le grand-père de Jésus qui s'appelait Jessé. Donc on voit que même à l'origine d'une tradition qui a pas mal baigné l'Occident, eh bien, on a déjà un arbre généalogique. Alors maintenant, on peut aussi voir tout ce que les arbres nous apportent en tant que compagnons de l'humanité. Voilà, les arbres, ils nous apportent énormément de choses. Alors bien sûr, déjà, ils nous fournissent l'oxygène. Donc c'est quand même un principe de vie assez intéressant. Ensuite, ils savent filtrer la pollution. Donc ça veut dire qu'entre oxygène et filtre de pollution, peut-être qu'ils nous aident à mieux vivre, les arbres. Ensuite, ils fabriquent de l'eau grâce à l'évaporation. Et sans eau, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas continuer à vivre. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez fabuleux. Il y a pas mal d'ouvrages qui existent sur les arbres et sur leurs bienfaits. Ici, je ne fais qu'une synthèse pour étayer notre propos. Mais il y a quelque chose d'assez fabuleux, c'est la solidarité entre les arbres. En effet, ils ont tout un réseau souterrain où ils peuvent communiquer
à travers leurs racines et à travers des réseaux de petits champignons qu'on appelle le mycélium. Et grâce à ces réseaux, eh bien, ils peuvent s'échanger. Alors évidemment, des nutriments, des choses qui vont les aider, du carbone, des nutriments, et aussi, ils vont s'échanger des informations, à savoir que quand il y a un arbre qui est en danger, eh bien, il y a des systèmes d'information qui se mettent en place à travers les racines, et ça va prévenir les arbres du voisinage. Donc on voit qu'il y a une solidarité qui est tout à fait ingénieuse, astucieuse. Et quand on compare l'arbre avec la famille, on peut se dire aussi que peut-être que dans les familles, il y a des solidarités astucieuses et ingénieuses qui vont permettre à certaines personnes de s'en sortir ou d'être protégées, de la même façon que les arbres les plus faibles sont protégés dans la forêt par les arbres les plus forts. Une belle leçon de compagnonnage. Ensuite, eh bien, on a tous les bienfaits de la sylvothérapie. Alors là, bon, il existe pas mal de littérature là-dessus, hein, mais ce sont des sources de ressourcement qui nous font du bien. Et puis, on a des vertus médicinales. On aura l'occasion d'en reparler avec donc quelques exemples. Le sureau qui détoxifie, comme le bouleau d'ailleurs. L'huile essentielle de mélèze qui soigne des affections respiratoires. Les aiguilles de pin qui soignent les rhumes et les bronchites. Le tilleul qui est recommandé pour le sommeil, etc., etc. La liste est vraiment loin d'être exhaustive. Et dans mon livre, je rappelle les vertus curatives particulière à chaque arbre. Alors maintenant, si on passe sur l'autre sujet, avant de faire le pont entre les arbres et la psychogénéalogie. Donc la psychogénéalogie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si on est dans une démarche de se poser des questions sur soi, de développement personnel, ou même d'avoir un regard sur soi, eh bien, il est fort probable que, inévitablement, on pose un regard sur sa famille parce qu'il y a pas mal de choses que l'on peut expliquer de notre vie actuelle qui se sont originées dans notre famille. Ne serait-ce qu'au niveau des parents quand on était enfant ou petit enfant. Et puis peut-être qu'on peut remonter au niveau des grands-parents et comprendre des choses. Et puis on peut peut-être remonter un petit peu plus dans la structure familiale et se rendre compte que bien, il y a peut-être des choses de la structure familiale qui expliquent nos comportements. Voilà, donc je viens de résumer les principes de base de la psychogénéalogie, où plus précisément, on peut voir même des choses assez intéressantes, c'est des événements qui se répètent d'une génération à l'autre. Et là, c'est intéressant, c'est pas toujours connu, mais c'est intéressant de voir que peut-être que dans notre existence, on répète aussi, on vit notre vie, mais peut-être qu'on répète aussi un certain schéma familial. Et donc, quand on comprend les tenants et les aboutissants de ce schéma familial, eh bien, on comprend des choses de soi. Tout à l'heure, Laurent, en me présentant, évoquait que je travaillais en constellation familiale. C'est un petit peu ce qu'on fait dans les constellations, de voir en quoi le schéma familial peut se répéter à notre niveau. Et puis, il est assez troublant parfois de voir que nos ancêtres, ils ont encore un impact à travers cette structure familiale. Et donc, la structure, on va comparer la structure des arbres et notre structure humaine. Et peut-être que dans la structure humaine, eh bien, en comparant en allant chercher la structure familiale, eh bien, on va aller trouver des informations qui sont intéressantes parce qu'on va peut-être comprendre aussi des choses qui concernent la logique familiale. Voilà, donc si je donne une définition résumée de la psychogénéalogie, donc c'est une discipline thérapeutique qui met en exergue un mécanisme inconscient selon lequel nos actes, nos comportements, voire même parfois des maladies,
peuvent être conditionnés par des événements et des traumatismes vécus dans les générations précédentes. Voilà tout l'intérêt d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé précédemment pour comprendre de quoi, en fait, si je prends de nouveau une image de l'arbre, hein, de quel terreau nous sommes issus, dans quel terreau nous avons poussé, et quels sont les ingrédients du terreau qui ont nourri notre histoire. Voilà, alors un petit mot aussi sur les secrets de famille hein, qui sont assez fréquents. Je suis en train d'écrire un livre justement sur les secrets de famille et je me pose la question, quelle est la famille qui n'a pas son secret, hein, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Voilà, les secrets de famille, c'est un peu la croyance que s'il y a des choses dans la famille qu'on n'a pas trop aimées, dont on n'a pas trop envie de parler, eh bien, on les tait. Hein. Mais le fait qu'on taise l'histoire ou qu'on taise certains éléments, ça n'empêche pas que l'histoire et ces événements se soient réellement produits. Donc, on a tout intérêt à déchiffrer les secrets de famille ou lever les tabous et lever les non-dits pour comprendre notre famille et puis comprendre un petit peu mieux de nouveau cette dynamique cachée dont nous sommes issus. Voilà, alors je vais juste vous donner quelques petits fondamentaux sur la psychogénéalogie parce que ça mettra en rapport aussi les arbres et ce qu'on peut lire dans les arbres. Alors on a un premier fondamental qui est la loi d'appartenance et là on peut revenir aussi à quelque chose de très naturel et de très vivant, hein, c'est-à-dire qu'on appartient à une famille par le sang. Hein, on peut dire pas une sorte d'espèce ou une sorte d'essence, puisqu'on parle avec les arbres d'essence. On appartient à une famille et quand une personne est exclue brutalement d'une famille, eh bien, ça crée des dysfonctionnements. Donc, en psychogénéalogie, eh bien, on va travailler sur les dysfonctionnements qui sont issus d'une exclusion familiale. Alors, une exclusion, ça peut être quelqu'un qui est banni hein, de la famille, comme dans les sociétés traditionnelles où le bannissement était la première forme de punition. Ça perdure encore. Hein. Il y a des personnes pour leurs idées ou voilà qui se trouvent exclues de leur famille ou exclues de leur communauté. Et ça crée bien sûr des souffrances. Ensuite, un autre sujet qui concerne la psychogénéalogie qui est vraiment on travaille beaucoup ce sujet, ce sont les loyautés invisibles et inconscientes. Je parlais de la solidarité entre les arbres. Eh bien, au niveau des familles, on peut dire qu'il y a aussi des solidarités qu'on appelle techniquement des loyautés. C'est-à-dire qu'on va être loyal en positif, on va être loyal à tout ce que la famille a pu nourrir chez nous de bon, de positif. Voilà. Mais des fois, on peut avoir des loyautés aussi inconscientes avec des événements un petit peu moins heureux, avec des personnes qui ont eu un destin un petit peu moins sympathique, un petit peu moins heureux. Et puis, quelque part, inconsciemment, on se dit que être un peu comme eux, par exemple, s'interdire du bonheur quand ils ont été malheureux, s'interdire la richesse quand il y a eu des problèmes de faillite ou des problèmes de pauvreté, eh bien, ce sont des loyautés où, par loyauté, voilà, par solidarité, on n'ose pas. Donc, bien sûr, un enjeu de la psychogénéalogie et d'un travail thérapeutique à ce niveau-là, ça sera de se défaire de ces loyautés qui contraignent. Voilà. Ensuite, un autre sujet qu'on étudie en psychogénéalogie, ce sont les hiérarchies et la place de chacun. Alors, on sait dans les familles que la place de l'aîné, par exemple, est un petit peu particulière. Le petit dernier aussi a une place particulière. Parfois, on a des enfants qui sont obligés de remplacer leurs parents quand il y a des défaillances ou quand il y a des problèmes, des décès, des maladies. Et donc, ça vient colorer d'une certaine façon la famille. Et donc, ce sont des critères explicatifs de comportement. Hein, quelqu'un qui a eu
la nécessité de s'occuper de ses frères et sœurs, bah, peut-être que ça va être quelqu'un qui, dans son comportement habituel, va avoir le besoin de s'occuper des autres, juste parce que ça s'est passé comme ça et que c'est la façon dont elle a trouvé sa place dans la vie. Donc on reproduit aussi la façon dont on a trouvé notre place dans la vie. On le reproduit parce que on sait qu'au moins ça fonctionne. Et puis, on a la puissance de l'inconscient collectif, hein, qui est aussi quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que souvent, il y a des personnes qui épousent, on va dire, le même destin qu'un ancêtre, alors que la personne ne connaît pas la vie de l'ancêtre. Donc, c'est assez intéressant de voir que c'est sur le plan inconscient qu'il y ait des choses qui se transmettent. Un petit peu comme l'ADN. Maintenant, on sait scientifiquement qu'il y a des choses dans l'ADN qui sont transmises et beaucoup de choses de la biologie. Et voilà. Et eh bien, l'inconscient collectif, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une ADN familiale et quand on est né dans cette famille, eh bien, on récupère aussi un petit bout de l'ADN psychologique, hein, pas que biologique, mais psychologique. Un petit peu comme les arbres ont aussi une ADN et que cette ADN, elle se transmet au sein d'une même essence et que les petits qui naissent dans la même essence ressemblent aux arbres qui étaient plus anciens. Voilà, et puis un dernier point, c'est le coût de la survie. Je le résume ainsi, parce que l'être humain, comme les arbres, comme beaucoup d'espèces, là on est dans le registre de la systémique, hein, l'être humain, en tant qu'être vivant, il va tout faire pour organiser sa survie. Et on voit bien quand on a des traumatismes, on voit bien quand on a des cataclysmes, des tremblements de terre, ou des choses très traumatisantes, bouleversantes qui se passent, eh bien tout le système va organiser la survie. Et dans une famille, eh bien, c'est un petit peu pareil. Alors, ça se fait bien souvent sur le plan de l'inconscient, c'est-à-dire qu'avant tout, il s'agit de survivre. Et donc, pour survivre, eh bien, on va mettre en place des mécanismes de survie. Et des fois, quand on voit les choses de l'extérieur, on se demande en fait pourquoi les familles ont mis certaines choses en place. Alors, on comprend que ça a pu s'originer dans un passé où il y avait besoin de mettre en place des mécanismes de survie. Et puis des fois, on se dit, mais quand même, les gens ne sont pas heureux. Hein, mais c'est ce qu'ils ont mis en place pour survivre. C'est leur façon de vivre, de s'en sortir. Et ça fonctionne. Sauf que des fois, le coût de la survie, il est un petit peu cher. Parce que pour continuer à vivre et à survivre avec des dysfonctionnements, eh bien, ça peut enlever des tranches de bonheur ou ça peut déranger. Voilà, donc quand on fait un travail thérapeutique sur la famille, on essaye de voir comment on peut passer de la survie à la vie en prenant toutes les potentialités de la vie. Voilà, donc un petit résumé très rapide de ce qu'on travaille en psychogénéalogie. Et ensuite, donc si on revient aux arbres, et maintenant si on fait un pont entre les arbres et puis l'être humain. Alors avant, je vais faire un petit détour par la chimie. Et je vous recommande un ouvrage de Vincent Fleury qui s'appelle Les arbres de pierre, où il montre en fait comment l'arbre est constitutif de notre matière, de nos organismes vivants, à tel point que quand on fait des exercices en chimie d'électrolyse ou d'électrochimie ou d'électromagnétisme, ou quand on balance certaines précipitations de nitrate ou d'autres choses sur des métaux ou sur des pierres, sur des minerais, eh bien, on voit se constituer des arborescences. C'est-à-dire que, en gros, donc là, j'ai mis quelques photos sur le quartz, le cristal. Il y a plein de photos dans le livre de Vincent Fleury. En fait, on voit que si on revient par ces processus-là à l'essence même
de quelque chose de très naturel, hein, les métaux, le cristal, les minerais, etc., eh bien, on tombe sur des arbres. Et c'est exactement ce que nos ancêtres au Moyen-Âge, les alchimistes, faisaient quand ils faisaient leur travail sur la matière, dans le but de réaliser un grand œuvre, dans le but d'obtenir un élixir de vie, de vitalité, dans le but d'obtenir de l'or. Eh bien, ils regardaient, et on a quelques photos, quelques représentations, enfin on a plutôt des représentations que l'on a photographiées, des dessins, nombreux dessins d'alchimistes qui représentent des arborescences donc dans le travail de la matière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait bouger la matière, eh bien, on trouve des arborescences. Et donc, en biologie, eh ben, on retrouve aussi des arborescences. Par exemple, les neurones. Alors, les arborescences qu'on trouve dans les métaux et dans les minerais sont appelées les dendrites. Et c'est exactement le même terme que les biologistes ont donné par rapport à l'arborescence qu'on trouve dans nos neurones. Quand on regarde les bronches et les poumons, des arborescences. Quand on regarde les veines et les vaisseaux sanguins, des arborescences. Donc c'est dire si l'arbre est quand même un principe fondamental de notre vie, de notre vivant, de notre existence. Et donc faire une comparaison entre les dynasties humaines, la façon dont elles s'organisent, pourquoi ne s'organiseraient-elles pas, elles aussi, en arborescence, puisque nous sommes des espèces vivantes également, comme le corps qui nous compose, comme les autres éléments de la nature. Et donc l'arbre généalogique est une représentation symbolique, mais c'est aussi une représentation bien naturelle de cette arborescence que nous avons construite au fil des générations. Alors, je vais vous donner quelques exemples où on va prendre des éléments de l'arbre et puis si on fait, donc je vais partager le travail de recherche que j'ai fait, donc de faire une projection des éléments, des caractéristiques de l'arbre sur l'être humain. Qu'est-ce que ça peut donner en termes de caractéristiques personnelles de notre construction, donc de notre colonne vertébrale? Qu'est-ce que ça peut donner et qu'est-ce que ça peut donner en termes de structure familiale? Alors, je vous demandais tout à l'heure si vous aviez un arbre favori que vous affectionnez. Vous pourrez vous amuser à regarder quel est l'arbre que vous aimez bien comme ça dans votre pensée. Vous pouvez regarder les arbres quand vous vous baladez en forêt et puis peut-être trouver certaines affinités avec certains arbres. Vous pouvez aussi regarder le calendrier celtique, puisque les Celtes, fonction de notre date de naissance, c'est-à-dire le jour et le mois de naissance, eh bien les Celtes nous donnaient un arbre de naissance de la même façon que nous avons un signe de naissance ou des planètes particulières qui guident notre vie. Mais comme je trouvais que le calendrier celtique et l'arbre de naissance, c'était un petit peu réducteur. Dans le livre, je propose aussi un questionnaire de 150 questions qui vous permet, selon votre caractère, de trouver peut-être votre arbre totem, c'est-à-dire un arbre avec lequel vous vous sentez en affinité. Alors, il y a un arbre côté féminin et un arbre côté masculin, pour faire la branche paternelle et pour faire la branche maternelle. Voilà, alors maintenant, si on projette les éléments de l'arbre sur la famille, sur la structure de la famille, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, les racines de l'arbre, c'est assez évident, ça va correspondre à nos racines familiales, voilà, ce qui va profondément nous ancrer sur Terre. Alors, ça peut être des racines familiales, ça peut être aussi des racines karmiques.
Là, on est dans le champ plus de la famille, de la psychogénéalogie, mais on peut tout à fait trouver des correspondances entre nos racines karmiques et nos racines psychogénéalogiques. C'est-à-dire que si on est issu d'une certaine famille, ben c'est peut-être parce qu'on avait besoin de s'incarner dans cette famille. Le tronc, ben ça va nous parler de la structure familiale. Les branches, on parle de branches familiales. Ça va nous parler du déploiement de notre famille, des différentes ramifications et la façon dont l'arbre s'organise avec les différentes branches. Ça peut peut-être parler de comment notre dynastie familiale s'est organisée. La sève, eh bien, c'est la force vitale de l'arbre et ça va correspondre au sang qui coule dans nos veines et évidemment la sève de nos ancêtres, le sang de nos ancêtres qui coule aussi dans nos veines. Les feuilles, on sait que les feuilles, elles nourrissent l'arbre. D'ailleurs, dans la tradition hébraïque, ce sont les feuilles qui nourrissent l'arbre et qui lui permettent de vivre. Et donc, avec les feuilles, par rapport à la famille, on va peut-être trouver ce qui nourrit notre famille. Et puis, si on fait un jeu de mots avec les feuilles, peut-être que ça va être aussi l'histoire de la famille qui nourrit la famille sur les pages de son histoire. Qu'est-ce qu'on a écrit? On a comme ça des légendes familiales qui sont bien écrites et qui perdurent et qui sont des histoires que l'on se raconte de génération en génération. Et ça vient alimenter les repas de famille, ça vient alimenter les légendes, ça vient alimenter les auras aussi qui se fabriquent autour de certaines personnes. La communication que savent faire les arbres par leur réseau subtil, eh bien, on peut comparer ça à l'inconscient collectif, c'est-à-dire que c'est de façon subtile que les membres d'une famille sont aussi reliés par, je disais tout à l'heure, cette sorte d'ADN qui existe dans la famille, comme une ADN psychologique. La solidarité, on en a parlé, ça peut nous renvoyer aux loyautés familiales, aux esprits peut-être parfois un peu claniques qu'il existe dans les familles où on doit absolument se protéger vis-à-vis de l'extérieur. Et on doit absolument maintenir la réputation ou maintenir les plus faibles de la famille. Voilà. Et puis, les arbres, dans beaucoup de traditions, sont des arbres sacrés, avec beaucoup de choses. Les druides faisaient pas mal de rituels autour des arbres. Les Celtes utilisaient beaucoup les arbres également. On a encore des traditions. Il n'y a pas si longtemps, il y en avait qui rendaient la justice sous un arbre. Voilà, on a encore l'arbre et la sylvothérapie qui est très moteur dans le fait d'aller voir un lieu sacré et de trouver cette essence, cette puissance cosmique finalement qui traverse les forêts et qui peuvent aussi nous traverser en comparaison. Et la famille peut être vue comme un lieu sacré, comme un sanctuaire où on se retrouve, où on parle et où on effectue aussi des rituels de la même façon que les traditions anciennes ritualisaient sous les arbres des événements importants de leur communauté. Eh bien, dans la famille, on ritualise les baptêmes, les naissances, les anniversaires, les événements familiaux. Alors maintenant, si je prends quelques exemples. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui s'étaient dit « Moi, j'adore le châtaignier ». Ouais, d'accord. Alors, peut-être que ça va vous parler. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans mon livre, j'ai pris tous les éléments de l'arbre pour les projeter sur la famille. Ici, j'ai pris qu'un exemple sur un élément de l'arbre. Et notamment, les racines du châtaignier, où traditionnellement,
les racines noueuses du châtaignier, symboliquement, ont été attribuées à la virilité. C'est-à-dire que c'est un symbole de virilité. En plus, on sait que le fruit des châtaigniers est un bon aphrodisiaque. Donc, si on projette ça sur la famille, peut-être qu'on est issu d'une famille ou qu'on aime particulièrement, on s'inscrit dans une lignée où déjà le châtaignier il est solide, on fait des charpentes avec les... Voilà, donc c'est la vigueur du châtaignier. Et cette vigueur, peut-être qu'elle a été aussi pas mal jouée par la lignée des hommes qui ont joué un rôle prépondérant, ou des femmes qui ont montré leur robustesse, leur solidité, et qui ont montré leur virilité, dans le sens où la descendance peut être fière de l'ascendance. Ensuite, le pin, sur les racines toujours. Le pin, il a deux caractéristiques. Alors, est-ce que parmi vous, il y avait des gens qui aiment bien le pin? Super. Alors, les racines du pin, il y a deux caractéristiques principales. Des racines qui peuvent se débrouiller fort bien et très, très, très bien dans des sols très pauvres. Et des racines qui sont très coopératives. Donc là, on peut avoir deux éléments de caractéristiques de caractère ou de caractéristiques familiales, à savoir que peut-être que la famille a su résister dans des sols pauvres, c'est-à-dire avec des choses compliquées à vivre, peut-être de la pauvreté. On sait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait quand même des sujets de famine dans nos contrées, et que dans certaines contrées, il y a toujours des sujets de famine. Donc, bravo au pin qui sait s'en sortir et puis monter même très haut dans ses aspirations célestes. Donc, bravo à la famille qui a su survivre à tout ça. Et puis, avec le bouleau, tout particulièrement, le pin et le bouleau s'entraident formidablement bien. Ils échangent, j'en parlais tout à l'heure, azote, carbone, etc. Donc, c'est un exemple de couple dans la nature qui s'entend bien. Alors, peut-être que ça peut vous donner des idées pour votre couple, parce qu'on sait que pin et bouleau fonctionnent bien. Donc, peut-être que si vous avez un arbre totem pin, peut-être que votre compagnon ou compagne peut être arbre totem bouleau. On ne sait pas. Et donc la coopération, en tout cas, est au centre de la vie. Et la coopération a peut-être permis à ces familles, justement pauvres, de bien s'en sortir. Alors maintenant, on va passer au tronc. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont choisi le charme comme un arbre affectionné particulièrement? Alors, la particularité du charme, c'est qu'il a un tronc cannelé comme un moule à Charlotte. Donc, ça peut vouloir dire que la structure du moule familial, déjà, est importante. Elle est diversifiée, puisqu'il y a toutes ces cannelures qui viennent se rassembler et former un moule. Et donc, ça veut dire qu'il y a une richesse de toute la diversité qui compose la famille, et que finalement, être différent dans une famille, dans cette famille-là, c'est peut-être possible, c'est tout à fait possible. Mais en même temps, le moule familial, il peut être contraignant, comme on a vu avec des loyautés familiales qui peuvent être assez importante. Donc, peut-être que le moule à Charlotte, peut-être qu'il donne un moule familial où, de temps en temps, on a peut-être envie de se libérer de certaines attaches. Alors ensuite, sur le tronc, je vous propose aussi le noisetier, où on voit la particularité du tronc du noisetier. On voit que c'est plutôt un bouquet de troncs, un bouquet de petits arbres qui fonctionnent très bien ensemble. Donc, on voit un foisonnement de branches familiales à travers le noisetier. Et en fait, peut-être qu'on peut parler d'une confédération, une confédération familiale où peut-être qu'il y a différentes branches qui vivent très bien leur vie en forte indépendance, mais en tout cas en bonne
bonne intelligence avec le reste. Et puis peut-être que ça fait un bouquet assez joli de voir comment cette bonne entente règne. Et puis, l'autre particularité, j'ai quand même pas pu m'empêcher de le mettre ici, c'est que le noisetier est aussi appelé coudrier et il sert encore de nos jours à fabriquer les baguettes de sourcier. Donc, peut-être qu'avec le noisetier, nos ancêtres étaient branchés, sans jeu de mots, sur l'invisible. Et puis, peut-être que comme le noisetier permet de revenir à la source, eh bien, peut-être que on a intérêt, on va trouver des choses en remontant à la source de notre arbre généalogique pour trouver des choses intéressantes. Et puis peut-être la source de quelque chose qui peut nous habiter encore aujourd'hui, peut-être un subtil qui peut être intéressant d'aller chercher et auquel se connecter. Voilà. Ensuite, les branches. Alors, sur les branches, je vous ai mis l'exemple de l'acacia, parce que dans les branches de l'acacia, il y a des choses assez intéressantes qui se passent. Il y a des épines. À l'intérieur des épines, eh bien, il y a des sucs qui sont particulièrement bons et particulièrement appréciés par les fourmis. Et donc, les fourmis habitent les acacias, viennent manger le suc et elles, en échange de ce qu'elles prennent à l'arbre, eh bien, elles le défendent contre toutes les autres espèces et ce sont ainsi des sentinelles. Donc l'acacia, peut-être que c'est une force qui permet de bien se défendre, qui permet de bien de préserver son territoire, préserver son domaine. Et en même temps, le miel d'acacia est fort bon. Donc peut-être qu'on s'est passé avec l'acacia d'un système de défense à une saveur qui va nous plaire, nous enrichir. Voilà, que de richesse. Ensuite, les branches du cèdre, eh bien, on sait qu'il se développe presque aussi bien horizontalement que verticalement. Donc, on a toute la puissance du cèdre. Alors, j'ai oublié de demander, est-ce qu'il y avait des acacias? Est-ce qu'il y a des cèdres parmi vous? Ah oui, donc voilà, donc là c'est la puissance du cèdre qui va s'élever verticalement et qui va être vraiment beau et resplendissant, et en même temps cette capacité à se développer horizontalement. C'est-à-dire que les branches familiales vont être aussi une structure intéressante qui permet de se déployer, qui permet de grandir. Et puis, comme ça va chercher très loin horizontalement, peut-être qu'il y a eu des destins de certains membres de la famille qui étaient assez exceptionnels, qui sont allés chercher très loin dans leur vie quelque chose, et peut-être que ça peut continuer à nous nourrir encore. Alors ensuite, la sève, donc on a le bouleau qui est surnommé l'arbre détox, et sa sève est un excellent purifiant. En même temps, c'est un excellent anxiolytique. Alors bien sûr, avec le bouleau, on a aussi le travail. Donc peut-être qu'il y a un gros travail de détoxification qui se fait, et même un travail aussi de calmer les esprits, puisqu'il est apaisant. Voilà. J'avance un petit peu parce que je vois que l'heure tourne. Alors, dans la sève du pommier, eh bien, on a quelque chose d'intéressant. Alors, le pommier, avec le paradis, Ève, etc., c'est lourd en symbole. Mais si on regarde concrètement ce que fait le pommier, il peut servir de porte-greffe aux autres arbres grâce à sa sève. Donc peut-être que dans la famille, on a beaucoup aidé les autres, on a beaucoup aidé, supporté les autres, et ce soutien a permis à des individus de se développer. Voilà, c'est peut-être une certaine caractéristique du caractère et de la famille.
Voilà, et puis le pommier, il a quand même permis que nous soyons, si on en suit l'histoire d'Adam et Ève au paradis, il nous a quand même permis d'exister. Donc c'est aussi le héros d'une grande descendance. Mais en même temps, la pomme, c'est le fruit défendu. Donc on peut se poser des questions sur qu'est-ce qui est défendu dans notre histoire familiale. Et peut-être que les femmes, elles portent quelque chose au niveau des interdits. Point d'interrogation, à investiguer. Voilà, et alors après, alors oui, il y a les feuilles. Donc les feuilles, je vous ai pris l'exemple du palmier, où les palmes, c'est la victoire, et puis les palmes, elles imitent le rayon du soleil. Donc peut-être que c'est quelque chose d'assez rayonnant, hein, c'est solaire. Le peuplier, c'est l'arbre du peuple, avec des feuilles blanches qui inspiraient la sagesse aux anciens. Donc peut-être que dans le peuplier, on peut plier en prenant en charge des choses, mais peut-être que cette grande sagesse nous permet de prendre en charge justement des éléments. Voilà, le chêne, il est solide. Alors là, je passe à un autre registre qui est le langage des oiseaux, c'est-à-dire qu'on peut faire des jeux de mots aussi. Alors on utilise beaucoup ça c'est les alchimistes qui parlaient beaucoup avec le langage des oiseaux. On utilise beaucoup ça dans le langage de l'inconscient. Jacques Lacan était un grand... s'amusait beaucoup avec le langage inconscient. Dans chêne, on peut peut-être voir aussi des chaînes. Et donc des chaînes, c'est la solidité de la famille. Mais peut-être qu'il y a des chaînes qui nous retiennent. Et comment se libérer de certaines chaînes. Le être... Il reste 15 minutes. Merci beaucoup, Laurent. Donc, le être, il est surnommé la reine de la forêt, mais peut-être que être ou ne pas être. En plus, le être, il est surnommé l'arbre à fées. Donc, est-ce que le être, il sait faire habiter, coexister l'être et le non-être? Ou est-ce que le non-être est une forme d'être que l'on accepte en acceptant le monde subtil, en acceptant le monde invisible, en acceptant le monde des faits? Et puis, le mélèze, voilà, le dernier, surnommé l'arbre de lumière, parce que ses aiguilles laissent passer le soleil. Et dans mélèze, on peut entendre ce qui met à l'aise, ou alors ce qui mêle l'aise. Comment on passe de l'aise au lèse? On va transformer, est-ce qu'on est à l'aise ou est-ce qu'on est plutôt lésé à certains endroits? Et peut-être les deux peuvent cohabiter. Voilà, donc un petit panorama très rapide de comment on peut projeter des éléments de l'arbre sur nos caractères personnels, sur un caractère familial. Je vous ai mis là aussi une petite synthèse du calendrier celtique, où peut-être vous pouvez déjà repérer votre arbre de naissance. Voilà. Et puis, peut-être qu'on va passer un petit temps de questions. Voilà, questions-réponses. Si vous avez envie de poser quelques questions. Alors, peut-être pour faire une synthèse, s'il n'y a pas de questions, si, il y a une question. Voilà, madame. Bonsoir. J'avais une question concernant du coup notre arbre de référence, arbre celtique. Par exemple, moi, le mien, c'est le cyprès. C'est pas le même que celui de ma mère ou celui de mon père ou de ma grand-mère ou de mon grand-père. Or, on parle de généalogie à travers un arbre. Je suis un peu cartésienne dans ma question, mais du coup, je comprends pas le lien. Ouais. Du coup, entre ma famille, mon arbre, si mes parents n'ont pas le même arbre que moi.
Oui, alors bien sûr que chacun dans son existence est complètement individuel. C'est-à-dire on peut faire tout à fait la comparaison avec l'horoscope. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir plutôt le thème astral. On va avoir peut-être un signe de naissance qui va prédéterminer des choses ou donner une certaine coloration à notre naissance. De la même façon, notre arbre dans le calendrier celtique va peut-être prédéterminer certaines choses. Et la projection que je propose est de regarder les différents éléments qui nous concernent en allant voir, qui nous concernent nous, donc, en allant voir, eh bien, au niveau des racines, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ça va me donner des choses sur notre racine, sur nos racines, notre tronc, notre structure. Mais chacun dans la famille a bien sûr son histoire. Chacun a sa particularité, chacun a sa vie. Là, l'idée, c'est de voir quelle essence a pu être transmise, un petit peu comme une sève qui coule à travers chaque individu. C'est bien la sève qui coule à travers chaque individu et qui va faire que tel individu, si on prend l'exemple des arbres, selon là où il est planté, selon comment il reçoit la lumière, selon le terreau dans lequel il va se développer d'une certaine façon. Pourtant, à l'intérieur de lui, il y a une sève qui coule, qui va être la sève de son essence. On peut comparer de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, ça intègre. C'est-à-dire que je suis avec mes caractéristiques, je suis arrivée dans cette vie avec mon destin et mon libre arbitre, mais en même temps, à l'intérieur de mon sang, il y a quand même le sang des ancêtres qui coule. Donc peut-être qu'il y a des choses que je peux comprendre de la même façon que en psychogénéalogie, on va comprendre des choses qui nous arrivent à nous par des éclairages familiaux. Et quand on dit il y a des répétitions de scénarios, c'est jamais tout un scénario qui se répète. Ce sont des éléments du scénario. Par exemple, il arrive des choses à la lignée des femmes, par exemple, auxquelles là, on peut voir des répétitions. Mais ça n'empêche que chaque femme de chaque génération a sa vie propre. Merci pour cette précision, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Juste une question. Les arbres dans le calendrier celtique sont donnés par séquence et il y en a 4 du coup qui sont uniques pour un jour. Est-ce que c'est parce que ça correspond au changement des saisons? C'est ça. Mais qui n'est pas forcément avec notre calendrier actuel pile poil. Oui. C'est ça correspond à une symbolique des saisons. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est des jours bien particuliers de solstice ou d'équinoxe. Tout à fait. D'ailleurs, on voit les arbres qui sont associés. Il y a toute une puissance associée à ça, qui montre la puissance du changement de saison. Voilà, alors comme je disais, le calendrier celtique, c'est une chose, mais il y a aussi, dans le livre, je propose aussi un questionnaire pour ne pas en rester qu'avec cet arbre de naissance et puis voir aussi dans nos affinités. On n'est pas monocouleur, on est multicouleur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais oser, je suis un peu intimidée, mais je voulais savoir certaines... Je n'entends pas, excusez-moi. Peut-être rapprocher le micro. Certaines espèces d'arbres sont en voie de disparition. Je pensais au pin, au bouleau. Quelle interaction du coup avec nous? Enfin, quel lien? Oui, alors c'est une très bonne question. Quand on voit comment
voilà, je dirais qu'il y a plusieurs réponses, mais je pense que ce qui est intéressant comme réponse, c'est de regarder quelle réponse symbolique et je poserai plus des questions que des réponses. Quand on voit les racines du pin qui sont capables de s'acclimater à toutes les pauvretés de sol, peut-être qu'on peut se dire qu'on a tellement asséché, tellement appauvri nos sols, que même le champion de celui qui sait s'acclimater à ça est en menace. Quand on voit le boulot qui est le champion de la détoxification, peut-être que on peut se poser aussi la question de qu'est-ce qu'on fait pour détoxifier. En plus, dans le boulot, j'en ai pas parlé parce qu'il fallait aller vite, etc. Mais voilà, il y a aussi au bout, il y a l'eau. Et dans le vocable de boulot, et au bout, il y a l'eau. Et au bout, il y a l'eau. Ça peut nous faire penser à la fois aux eaux originelles et aux eaux dans lesquelles on a une fin de vie, comme les fleuves se jettent à la mer. Donc, ce pont qui est fait entre les eaux de vie et les eaux originelles, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer aussi. Est-ce qu'on peut se poser la question de est-ce qu'on a perdu à ce point contact avec nos eaux originelles, avec notre source? Voilà, je poserai des questions, mais effectivement, si on regarde ces disparitions symboliques et l'urgence à qu'elles ne disparaissent pas, bien peut-être qu'on peut expliquer qu'est-ce qui amène l'humanité aussi finalement à se sacrifier un petit peu elle-même, parce que quand on voit comment l'arbre nous aide à vivre, bon, heureusement, on plante plein d'arbres parce que je crois qu'on s'est bien rendu compte du saccage qu'on avait fait de détruire les arbres. Donc heureusement, il y a comme comme un rattrapage qui essaye de se faire, parce que c'est précieux. Et on voit à quel point c'est intrinsèque à notre vie, donc c'est d'autant plus précieux. Peut-être, est-ce qu'il est l'heure d'arrêter ou on peut prendre une dernière question peut-être ? Dernière question, ok. S'il y en a une. Oui, il y a une main qui se lève. Moi, j'ai une question. Ça serait par rapport à l'arbre, le baobab. Comment on peut le placer ? Pardon, excusez-moi. Le baobab, c'est un arbre africain. Oui. Et je voudrais savoir comment on peut le placer Oui. Alors, le baobab. Alors, en fait, j'ai repris les essences dans le livre qui était donc issu du calendrier celte et du calendrier gaulois. Mais il vient tout juste de sortir aussi un oracle, l'oracle des arbres totems. Et dedans, j'ai étendu la sélection à 44 arbres. Et donc là, dans l'oracle, vous avez des cartes qui vous donnent le message et puis des caractéristiques de l'arbre. Et donc le baobab, eh bien il est surnommé l'arbre bouteille. Et donc il a aussi, quand il se dépouille de ses feuilles, il a un peu comme s'il avait les racines en l'air. Donc il peut symboliquement nous exprimer que peut-être que nos racines, c'est au ciel. Donc on a une forte peut-être attirance pour le spirituel, pour les choses célestes. L'arbre bouteille parce qu'il a une gestion de l'eau qui est très 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 astucieuse, c'est-à-dire qu'il peut dans son tronc, qui ressemble donc à une bouteille, remplir des recharges d'eau qui vont lui servir en période de sécheresse. Donc, il y a encore une fonction du baobab qui est intéressante. Et puis, il est surnommé l'arbre à palabres. Donc, c'est l'arbre de la rencontre, l'arbre de la discussion, du dialogue. Donc, c'est un symbole très archétypal, le baobab. Merci pour la question. Merci beaucoup. Merci.